Hey, salut bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo de notre série Explique-moi en 5 minutes, je vous propose de vous parler de Docker. Allez, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Alors, qu'est-ce que Docker et surtout pourquoi ça existe ? Pour répondre à cette question, on va partir d'une problématique simple que vous avez peut-être déjà vécue. Ok les gars, vous avez poussé en prod le projet du client, mais apparemment on a des problèmes de compatibilité avec la version de la base de données. Ça marche pas. Ah bon? Mais ça marchait sur ma machine pourtant. Ouais, le client affirme aussi que la nouvelle fonctionnalité déployée en Python 3.6 marche pas sur son serveur. Lui, il serait en 3.5. Eh bien, chez moi, ça marche pourtant. Ah non, zut, c'est normal, je suis en 3.7. Mais j'ai été obligé d'installer cette version car sur mon Windows, ça buguait si j'essayais d'installer une version antérieure. Moi sur mon Mac, j'ai aussi eu des problèmes de compatibilité avec la base de données Postgres. Au passage, vous aurez noté mes grands talents de comédien. Putain, il est fort ce con. Docker a été créé pour pouvoir pallier à ce genre de problématiques concernant l'uniformité des environnements de développement. Sa mise en place va permettre de coller au plus près de la stack finale de production sans pour autant mettre en vrac votre machine locale avec des installations dans tous les sens. Mais alors concrètement, c'est quoi Docker ? Et comment ça fonctionne ? Eh bien Docker, c'est une plateforme que vous allez pouvoir installer sur votre machine locale et qui va gérer ce que l'on appelle des containers. Les containers, c'est les fameux petits blocs que l'on aperçoit sur le dos de la baleine sur le logo. Un container va pouvoir empaqueter une application de manière isolée. C'est-à-dire qu'il sera complètement hermétique à tout ce qui l'entoure, à quelques exceptions près, et on va voir ça dans un petit moment. On va partir d'un exemple où on développe pour une société marketing une application web de gestion de clients que l'on peut relancer par mail. Pour répondre aux exigences de cette société, on va définir une stack technique où on va avoir un container dans lequel va tourner un Linux Debian en version 11.5 très précisément, il hébergera notre application web, un autre container dans lequel tournera une base de données PostgreSQL en version 13.8, et on aura aussi un container qui contiendra un serveur mail. Ainsi, lorsque vous allez développer votre application, vous êtes certain qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité matérielle ni logicielle avec votre environnement final. Mieux, si vous travaillez à plusieurs sur un même projet, vous pourrez le faire sans risque d'incompatibilité avec les différents matériels possédés par tous les développeurs de la team. On obtient ainsi une uniformité d'environnement de développement et on supprime tous les risques d'erreur vus précédemment. Alors, on vient de voir le but de l'utilisation de Docker, mais comment ça marche ? La première chose à savoir, c'est qu'un container va être basé sur ce que l'on appelle une image. Un container, c'est tout simplement l'instance d'une image Docker. Si on voulait faire l'analogie avec notre vidéo sur la programmation orientée objet, l'image serait la classe et le container serait l'objet. En reprenant l'exemple de notre architecture, on va devoir obtenir une image Debian, une image PostgreSQL et une image d'un serveur mail. Et ces images, vous n'allez pas les sortir de votre chapeau. Il existe une plateforme liée à Docker qui s'appelle Docker Hub. Cette dernière contient des milliers d'images que vous pourrez utiliser gratuitement pour déployer vos containers selon l'architecture que vous voulez mettre en place. Vous allez dire à Docker via l'interface ou alors en ligne de commande de déployer un container en utilisant une image bien précise. Alors ça, dans la pratique, ça fonctionne très bien, mais il est rare que l'on veuille utiliser une image de base telle qu'elle. Très souvent, on veut pouvoir la customiser. Par exemple, notre container Debian devra, en plus de son OS, avoir installé le framework web Symfony et également quelques librairies spécifiques à notre projet. Alors, soit vous trouvez une image sur Docker Hub qui contient exactement tout ce que vous voulez, soit vous allez créer ce que l'on appelle un Dockerfile. On peut assimiler un Dockerfile à une recette de cuisine. Vous allez préciser dans un fichier à partir de quelle image de base vous allez construire votre nouvelle image. Ici, nous, on veut partir de l'image Debian 11.5 qui est répertoriée sur Docker Hub, puis pour la customiser, on va écrire dans le fichier une suite de commandes qui va permettre d'installer et de configurer tout ce dont on a besoin pour notre environnement. Et au final, on va avoir une nouvelle image parfaitement customisée selon nos besoins pour permettre le déploiement d'un container spécifique. Un autre aspect qui est très important de Docker, ça va être la gestion multi-container. Dans notre exemple, c'est clairement le cas puisqu'on va avoir les 3 containers qui font partie de la même architecture. Ça veut dire qu'il va falloir établir un lien entre eux. Or, si vous avez vraiment bien suivi ce que je vous ai dit, les containers fonctionnent de manière totalement isolée. Il va donc falloir trouver un moyen d'expliquer à Docker à quel ensemble appartient tel et tel container et comment chacun s'intègre dans cet ensemble. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Docker Compose.
Là aussi, il va s'agir d'un fichier, un fichier YAML, qui va décrire et expliquer précisément à Docker le fonctionnement de notre ensemble de containers. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les possibilités de ce fichier, car on pourrait en faire une vidéo dédiée, mais on va regarder à quoi ressemblerait le Docker Compose de notre architecture. On voit qu'il y a un mot-clé Services qui va tout simplement lister l'ensemble des services, à savoir les containers qui composent notre architecture. Ici, dans notre cas, on en a 4. On a Web, DB pour la base de données, Mail pour le serveur mail et un autre container juste pour l'exemple. Chacun de ces services, donc chacun de ces containers va avoir une image, c'est le cas par exemple ici pour le container DB, dans lequel on va justement lui indiquer l'image qu'il doit aller récupérer sur Docker Hub ainsi que sa version. Pour le container principal qui va contenir notre application Symfony, vous vous rappelez qu'on va utiliser un Dockerfile. Donc ici, on ne va pas utiliser un mot-clé image, mais on va utiliser le mot-clé build, avec justement le lien de notre Dockerfile. Autre information importante, c'est qu'un container est éphémère, c'est-à-dire qu'on peut le stopper, mais on peut aussi le détruire. Et nous, on veut pouvoir faire persister les données. C'est pour ça qu'on va créer ce qu'on appelle ici un volume, où on va faire un mapping entre un dossier de notre machine locale, qui sera dans le dossier courant et dans le sous-dossier app, et on va lui dire d'être mappé avec le dossier Symfony Docker qui se trouve dans var et le sous-dossier www. On va également voir quelque chose de très important, c'est le mapping au niveau des ports. On va pouvoir justement mapper les ports de notre container qui, dans ce cas-ci, est 9000 avec le port 8080 de notre machine locale. Ce qui signifie que lorsque notre container contenant notre application Symfony va être exécuté, pour l'atteindre, sur notre machine locale, on aura juste à taper dans notre navigateur localhost 2.8080 et automatiquement, le mapping va être fait et on pourra accéder à l'instance Symfony. Bien sûr, je vous ai listé ici vraiment les données de base qui composent le fameux fichier Docker Compose, mais il y en a encore beaucoup d'autres optionnels. Une fois qu'on aura ce fichier Docker Compose, on aura juste une chose à faire. On pourra exécuter la commande Docker Compose Up et tout cet écosystème qu'on vient de voir va être déployé par Docker. Il va télécharger les images dans le cas où ça ne serait pas déjà fait et il va créer tous les containers pour nous. Ça signifie entre autres que si un nouveau développeur arrive dans votre team, vous avez juste à lui passer ce fichier Docker Compose et une fois qu'il aura installé Docker et Docker Compose, il applique la commande Docker Compose Up et tout son environnement de développement est prêt et il est commun à toute l'équipe et surtout à l'environnement de production finale. Bande de codeurs, il a été difficile de résumer en 5 minutes tout ce que Docker peut permettre de faire. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Mettez également en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à Docker dans laquelle on fera vraiment un exercice pratique où on déploiera réellement toute une architecture composée de différents containers. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt, bande de codeurs.